Commençons d'emblée par annoncer la première communication, étude phénotypique de cas DMLA exudative conservant une acuité visuelle meilleure et supérieure à 70 lettres après 2 ans de suivi, présentée par Michel Vasseur, Castelnovo et Benjamin Wolf de Strasbourg. Merci, un grand merci pour cette invitation. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler d'une étude qu'on a menée à Strasbourg dans notre centre ophtalmologique Maison Rouge, qu'on a intitulé Étude DMLA 75. Donc on est parti en fait d'un constat assez simple, c'est que on traitait de nombreux patients en PRN et qu'on avait un certain nombre de patients qui étaient des répondeurs récidivants avec des acuités visuelles très élevées sur le long cours, malgré un nombre très important d'injections intravitréennes. On s'est demandé quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer ce bon pronostic. C'est une étude rétrospective monocentrique. On a inclus assez simplement les patients DMLA ayant bénéficié d'un traitement par anti-VEGF avec une durée de traitement de plus de 1 an et une acuité visuelle ETDRS de plus de 75 lettres lors de la visite finale. Les critères de retraitement étaient les critères classiques de DMLA exudative. On avait un protocole de retraitement qui était un protocole qu'on utilisait beaucoup à l'époque, du PRN renforcé, c'est-à-dire qu'on faisait 2 injections intravitréennes consécutives systématiquement à chaque récidive. Voilà les données générales de l'étude avec 65 yeux de 65 patients, un âge moyen de 80 ans, plus de femmes que d'hommes, une période de suivi moyen d'environ 3 ans, un délai moyen de prise en charge qui est assez court dans le cabinet, de 5 jours, une fréquence moyenne de visite de 30 jours et une bonne acuité visuelle initiale de 71 lettres. La lésion était dans 67% des cas en dehors de la zone fovéolaire, mais il y avait quand même un tiers des cas de néovaisseaux rétrofovéolaires. Des lésions également qui étaient plutôt de petite taille, avec presque 80% des lésions qui faisaient moins de 1 diamètre papillaire. On s'est intéressé évidemment au type de lésion, avec une majorité de néovaisseaux occultes, et en additionnant les occultes et les mixtes, on arrivait à près de 70% des lésions. Voilà un cas relativement typique. Est-ce que j'ai une flèche ? Oui. Voilà, donc un cas relativement typique avec un petit DSR ici en haut. On va traiter, il va s'assécher, on va attendre le PRN, il y a une nouvelle exsudation, un nouveau DSR, on retraite, ça sèche. Voilà, ça c'est le patient classique. On a étudié l'état rétinien avant la première injection, avec ici également une majorité de DSR, et puis on peut noter qu'il y a peu d'œdème intrarétinien. Peu d'atrophie, peu de fibrose également. Une épaisseur maculaire centrale moyenne initiale qui était assez basse. On a étudié également l'état de l'ellipsoïde en OCT avant la première injection, et puis on s'est aperçu que dans 80% des cas, l'ellipsoïde est soit morcelé, soit intact. Ça explique aussi la bonne acuité visuelle initiale des patients. On a étudié la durée de suivi et la fréquence des injections et on s'est rendu compte que plus la durée de suivi est longue, plus les injections s'espacent. C'est ce qu'on peut voir ici, avec quand la durée de suivi est supérieure à 5 ans, une fréquence d'injection d'IVT qui est autour de 3,3 mois. Voilà. Également une majorité dans l'étude de patients qui avaient quand même pas mal d'injections, entre 10 et 30 injections. Donc si on voulait faire le patient mannequin un petit peu, on pourrait dire que c'est un patient qui a une acuité visuelle initiale bonne, un néovaisseau occulte ou mixte, une lésion juxta ou extrafovéolaire, donc c'est ce que j'ai mis un patient comme ça sur la droite en imagerie multimodale, avec l'angiographie, l'ICG et l'OCT angiographie. Sur l'OCT du DSR, peu d'œdème intrarétinien et une épaisseur centrale peu augmentée. Pas de fibrose et pas d'atrophie, et une ellipsoïde respectée. La prise en charge type de l'étude, c'est qu'entre le délai diagnostic et l'injection, on est à moins de 5 jours. On est en PRN strict. Ça, c'est l'avantage d'être à 3 rétinologues dans le cabinet.
Donc on arrive vraiment entre le diagnostic et l'injection à avoir un délai très court, puisqu'on fait au moins 3 séances d'IVT dans la semaine. Donc quand il y a le diagnostic, on peut le mettre chez un collègue. Et puis le PRN strict, quand on n'est pas là, en congrès ou en vacances, c'est l'associé qui voit le patient. Le traitement renforcé, qui, à mon avis, permet de ne pas être en sous-traitement, de ne pas être dans sous-efficace quand on est en traitement avec une seule injection. Et puis, la relecture systématique, mais ça, je pense que tous les rétinologues le font, avec des viewers, des doubles écrans dans toutes les consultations, et des viewers où on relit systématiquement, très attentivement les OCT, afin de dépister une récidive très précoce. En discussion, notre étude confirme la capacité des anti-VEGF à maintenir une bonne acuité visuelle initiale. C'est quelque chose qui a déjà été démontré dans plusieurs études avec des protocoles de traitement variables. Elle précise les critères prédictifs de bons résultats. On peut se demander si nos patients n'avaient pas un génotype CFH particulier, puisque on sait maintenant que certains génotypes favorisent la bonne réponse aux anti-VEGF. Pour terminer la discussion, une étude qui propose d'étudier des patients qui ressemblent à notre propre cohorte. C'est une étude de Mantel qui est parue dans Retina. C'était des patients avec du LSR, donc du liquide sous-rétinien ou des kystes intrarétiniens persistants sous traitement mensuel, donc des injections mensuelles de plus de 12 mois. Et en résultat, ils ont retrouvé que la meilleure acuité visuelle corrigée était très bonne après les 3 premières injections, mais qu'elle était maintenue au long cours alors que 2 tiers des yeux n'étaient jamais asséchés. Ils ont retrouvé des résultats un petit peu meilleurs pour le DSR que les kystes. En conclusion, on peut dire à nos patients que la DMLA exudative est de meilleur pronostic si le néovaisseau choroïdien est de petite taille, plutôt occulte, avec une acuité visuelle bonne, peu d'œdème intrarétinien et une ellipsoïde en bon état. Bien entendu, ça nécessite un suivi très régulier et un traitement réactif. A priori, il n'y a pas d'aspect péjoratif du nombre d'injections sur l'acuité visuelle. On peut se poser la question de la tolérance relative du DSR. Est-ce qu'il faut s'acharner sur les DSR ou est-ce qu'on peut tolérer un petit peu de liquide? A priori, le DSR n'est pas particulièrement péjoratif pour la rétine au long cours. On peut donc se poser la question de l'intérêt persistant des traitements combinés. Nous, dans le cabinet, c'est vrai qu'on fait plus du tout de PDT pour les DMLA, hormis les polypes, mais on fait plus du tout de PDT pour essayer d'assécher. On peut tolérer un petit peu de DSR, s'il y en a un petit peu, le traiter si on le surveille, si on surveille les patients tous les mois. Voilà, je vous remercie de votre attention. Quelle est votre hypothèse pour la persistance de ce DSR? Quelle en est la cause? Est-ce que vous déterminez une cause particulière? Alors, la plupart des patients sont des patients qui s'assèchent, mais chez qui il y a une récidive. Oui. Donc, je pense que le néovaisseau, on arrive à l'inactiver avec l'anti-VEGF, et puis qui se remet en marche, en quelque sorte, progressivement. Il y a probablement une altération au niveau de l'épithélium pigmentaire pour la résorption. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le confronter avec des études de flux en OCT angiographie? Alors non, pas pour ces patients-là, effectivement. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. C'est une étude qu'on a menée à une époque où on n'avait pas encore beaucoup on n'utilisait pas encore beaucoup l'OCT en géographie. On a terminé cette étude il y a plus d'un an, même 1 an et demi. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait faire, qui est très intéressant. On a toujours ces patients qui d'ailleurs vont toujours bien, qui ont plein d'injections, mais qui vont toujours bien. Donc ce serait intéressant de voir en flux ce qui se passe. Comme si un flux relativement modéré pouvait être relativement bien toléré et que les capacités de réabsorption liquidienne équilibraient à peu près les capacités d'exsudation, ouais. Et qu'on arrivait à une situation relativement stable, ne nécessitant pas une prolongation ou un excès de traitement. Tout à fait. Ça méritera d'être réanalysé en OCT angiographie pour faire des comparaisons de flux. Mm-hmm. Merci. Merci à vous. Catherine. Moi, je voulais juste vous demander, en fait, c'est une étude rétrospective, oui. Mais vous avez commencé quand à traiter? Parce que sur ces patients, ils sont traités 1 an, 2 ans
qui sont, pour moi, c'est pas des répondeurs. Ils ont une bonne acuité visuelle, mais sur un plan anatomique, ce sont pas des répondeurs. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de switcher? Il y a eu des switches. Hein. Donc enfin, là, vous en parlez. Il y a des switches dans ce que vous avez montré. C'est ce que je mets sur là. Je ne sais plus quel dia. Il y en a eu quelques-uns. Elle a passé. Ouais, là, il y a 15 yeux qui ont Lucentis Ailea. C'est vrai que la majorité sont en Lucentis. Il y a eu des switches. Donc c'est indépendant des switches, en fait, les résultats. Ouais, tout à fait. Il y a eu des switches. Ouais. Donc ça ne change rien. Non. Ok, merci. Est-ce que vous avez modifié votre schéma thérapeutique par la suite? Alors oui, c'est vrai qu'on n'est plus en PRN strict et injection PRN renforcée pour tous nos patients. Il y en a encore un certain nombre de patients qu'on fait comme ça. Dans le cabinet, de par la pression des patients, on a de plus en plus de monde. C'est vrai qu'on essaie d'adapter de plus en plus. C'est compliqué le PRN strict, même si on arrivait à s'organiser comme ça. Donc on est beaucoup plus en phase d'observation, plus classique après la phase d'induction. Et ensuite en personnalisation du traitement, donc soit en treat and extend, soit en observant plan. Moi je fais pas mal d'observant plan, mais après la phase d'observation, parce que je trouve que c'est facile à expliquer aux patients. Les patients comprennent mieux que le treat and extend, je trouve que c'est plus simple. Une remarque sur votre groupe de patients qui me paraît tout à fait inhabituel, en tout cas plus déplacé, très âgé, avec une acuité visuelle bonne, des néovaisseaux, pas tous rétrofovéaux, c'est quand même pas les plus habituels, enfin, d'avoir un groupe aussi important avec ce type de malade. Donc c'est une des réponses parfaitement adaptées à un groupe déterminé. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, on est parti du résultat, enfin, on est parti de la bonne acuité visuelle. Hein. C'est pas du tout homogène, tout à fait. Merci beaucoup.